Si vous nous suivez, vous le savez, effervescence, c'est avant tout un ton décalé, un ton où, comme on le dit souvent dans notre proverbe, il faut savoir être sérieux sans se prendre au sérieux. Démonstration de la preuve que l'on peut être sérieux, notamment dans l'émission À qui le détour, donc à QLD. On vous propose, enfin je vous propose en l'occurrence souvent en début d'émission, donc un édito qui nous permet de revenir sur des sujets d'actualité et pas que, mais aussi tout simplement de dire aussi ce qu'on pense au moment où on le pense. Sélection de ces éditos. En direct, mais avant tout, bien évidemment, l'édito. L'édito sera consacré à le phénomène. Est-ce que phénomène de mode, phénomène de société? L'histoire nous le dira donc de ces fameux bonnets rouges. L'édito, donc qu'on appellera donc des bonnets rouges à la ligne rouge, il n'y a qu'un pas que nous ne franchirons pas. À savoir, effectivement, si on écoute un peu le phénomène, donc les bonnets rouges est un phénomène à la base, donc vous le savez certainement, de Breton contre l'écotaxe, et le problème c'est qu'il a tendance à être mis à un petit peu toutes les sauces au nom de la contestation. Il vous suffit de penser pas plus tard que la semaine dernière quand nous étions le 11 novembre, un jour d'unité nationale, des bonnets rouges ont hué le président, l'investigation nous avouera que ce n'était ni plus ni moins que des mouvements d'extrême droite qui se revendiquent du bonnet rouge. Alors bonnet rouge breton ou plus breton. Autre dérive, pas plus tard que ce week-end, en Essonne, lors des 40 ans du SDIS, on a eu justement des bonnets rouges qui, alors, bonnet rouge ou cagoule rouge, on aura tendance à dire que leur cagoule est rouge. Néanmoins, il y avait un stand donc de crêpes bretonnes. Donc je pense que le ton a été donné. La parole sera donnée dans quelques instants à la fin de cet édito, donc à la CGT, puisque la semaine dernière on a reçu Jérôme Coé, président du SDIS, donc forcément nous donnerons également la parole aux pompiers grévistes avec le représentant syndical de la CGT. Là où le phénomène peut nous inquiéter, c'est que si vous pensez un peu au phénomène d'actualité, les bonnets rouges veulent désormais tout et rien dire, de la lutte contre l'écotaxe à la lutte contre le président Hollande. Désormais, la mode et peut-être le bon ton est d'être dans le bashing. Le bashing, c'est critiquer à tout va, entre guillemets. Donc on a le Hollande bashing, on a les médias bashing, si on regarde un peu pas plus tard que l'actualité d'aujourd'hui, quand vous pensez que quelqu'un a été capable de se pointer donc dans les locaux de Libération et de tirer sur un journaliste. Rappelons quand même que les médias ne sont juste là que pour relayer des informations, que cela plaise ou ça ne plaise pas. Bref, le bashing est à la mode et le corporatisme également. Le corporatisme, tout simplement, si on y réfléchit, c'est que chacun veut défendre un peu son bout de gras dans une société où la France se divise de plus en plus. Il suffit de penser au mouvement des poussins, au mouvement des pigeons. Désormais, c'est les bonnets rouges. Qu'en sera-t-il demain ? On ne sait pas, l'avenir nous le dira. Puisqu'on parle de Hollande bashing, appelons aussi plus proche de nous, de l'Essonne, le député de la 10e circonscription, donc Malek Bouti, qui a osé, apparemment, puisque c'est un crime de lèse-majesté, donc demander un remaniement du Premier ministre ministériel. Donc il a demandé à ce que Jean-Marc Ayrault soit remplacé, alors que cet été, il s'était fait remarquer en soutien des Femen torse nu avec son écharpe tricolore. On aurait pu s'attendre à le voir avec un bonnet rouge torse nu avec son frigo en fond. Mais là, pour le coup, non. C'était juste simplement dire lors d'une interview qu'il pensait qu'un remaniement serait pas mauvais. Résultat des courses, le PS réfléchit à tout simplement des mesures contre Malek Bouti. Donc pour une fois, alors que ça n'est pas forcément ma manière d'être, je sortirai de ma réserve, de ma neutralité politique pour soutenir le député Malek Bouti, puisque si désormais on n'a pas le droit de dire que on pense qu'un remaniement ministériel serait bon, ça devient grave.
Justement, puisqu'on parle de remaniement, on parle de l'État avec un président de la République qui, en fonction des sondages, vote est aux alentours de 15 à 20% de vote de confiance. Un message que j'aimerais adresser aux électeurs. En France, on aime défaire ce qu'on fait. C'est-à-dire, quand Nicolas Sarkozy était président de la République, on a beaucoup critiqué, hein, avec là aussi des sondages qui étaient très mauvais. Rappelons quand même que Nicolas Sarkozy n'est pas arrivé au pouvoir n'importe comment. Il a été élu démocratiquement en France. Donc, par conséquent, il est un peu toujours facile de critiquer les personnes que l'on a mis en place. Pareil pour François Hollande. François Hollande est largement critiqué pour des raisons que l'on peut tous comprendre. Néanmoins, n'oublions pas qui l'a élu. Par conséquent, je rappelle que mieux qu'un bonnet rouge, vous avez aussi votre carte électorale. On en a parlé la semaine dernière. N'oubliez pas que vous avez jusqu'au 31 décembre pour vous inscrire sur les listes électorales. Et à ce moment-là, vous pourrez justement voter en votre âme et conscience. Toujours est-il que l'on peut dire ce que l'on veut, le pouvoir, que l'on soit d'accord ou pas d'accord, est plus que amoindri ces derniers temps, et par conséquent, comme toute bonne gestion de conflit, parfois il suffit juste de changer le casting. Néanmoins, ce n'est pas nous qui faisons le gouvernement. Bon anniversaire pour tous. Effectivement, il y a un an, la France se déchirait entre pro et anti-mariage pour tous, et ceux qui s'en foutent complètement d'ailleurs. Par mariage pour tous, parlons clairement de mariage gay, car la sémantique pour le coup est à double tranchant. Si le mot pour tous a dû être choisi pour donner un sentiment d'égalité, il peut aussi servir les détracteurs de cette union. Car oui, lors des débats à l'Assemblée, plus de 5360 amendements étaient déposés par l'opposition, faisant ainsi de l'obstruction parlementaire, permettant à Jérôme Guedj, notre président du Conseil général, de jouer au sudoku pendant les débats. Des amendements farfelus, frôlant avec la dignité due à la fonction d'ailleurs de parlementaire, tels que permettre le mariage avec des animaux. On l'a vu dans les amendements, donc mariage pour tous, mais quand même. Le torchon a brûlé, expression particulièrement bien adaptée dans la presse ou sur les réseaux sociaux avec entre autres les boutins, pour info marié à son cousin, et autres barjots, sans jeu de mots pour le coup. Un an après, la France a-t-elle coulé ? Où est le déluge annoncé par les Paco Rabanne de l'époque ? Rien. À noter qu'il y a eu en France, en 2013, 7000 mariages homosexuels, ce qui représente seulement 4% des mariages en France. Pour répondre tout de suite à Jordan, on ne sait pas encore le taux de divorce. Voilà. D'ailleurs, on reproche plein de choses au président Hollande, mais au moins, il aura tenu une promesse. Celle-là, puisque c'était un engagement de campagne. À la veille des élections européennes, rappelons que la France, pays des droits de l'homme, a étonné par les débats virulents autour de cette loi, quand des pays, tantôt catholiques comme l'Espagne, ou tantôt conservateurs comme le Royaume-Uni, ont vu l'ouverture des droits pour tous sans grand heurt. Belge, là où le mariage gay est ouvert depuis 2004, je rassure, le pays tient toujours debout, et parfois même sans parlement. Mais la grosse question, le gros problème qui se pose derrière ce débat est l'adoption et le bien-être des enfants. Les détracteurs de la loi semblent nier que la société a évolué et que les familles ne sont donc plus un homme et une femme, mais parfois homoparentales donc, mais aussi monoparentales, et oublient aussi qu'en France, une personne célibataire peut adopter. Quels équilibres dans ces cas ? Enfin, à la question stupide de savoir si l'enfant ne serait pas contaminé par des parents homos, on pourra se contenter de dire que tous les homos ont grandi dans des familles hétéros. Et pourtant, plus proche de nous en Essonne, l'avancée des droits est lente pour l'histoire, alors que le Pacs se signe au tribunal. En 2006, l'association homologuée, aujourd'hui disparue, avait eu l'accord que d'une seule mairie, à Morsan-sur-Orge, qui va bientôt nous accueillir, on va pouvoir revoir Madame Rose,
pour réaliser une cérémonie républicaine en mairie. Dans un article du Parisien de janvier dernier, donc avant les municipales, si 56% des maires acceptent de célébrer ces unions, près d'un tiers refusent d'appliquer la loi et 111 élus essonniens ont signé un appel contre le mariage pour tous. Plus réticent à ce type d'union, la droite qui a frôlé nombre de mairies fera-t-elle augmenter ses refus? Pour information, dans l'actualité, le premier mariage gay a été célébré à Corbeil-Essonnes le 2 mai dernier. Qu'on le veuille ou non, de nombreux relents homosexuels... relents homosexuels, attention. Qu'est-ce que je découvre. Donc, de nombreux relents... Je l'avais dit que je savais pas lire un texte. Hein. De nombreux relents homophobes ont ressurgi ces derniers temps. Phénomène normal, quand une majorité est silencieuse, les minoritaires haussent le ton. Ainsi, les chiffres 2013 sont clairement mauvais, car si les chiffres des crimes et délits ont baissé de 3-4% par rapport à 2012, SOS Homophobie recense une hausse de 27% de témoignages relatant des faits homophobes. Le juste milieu, selon l'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne de 2013, seuls 8-10% des victimes le signalent à la police. Effectivement, pas facile déjà d'être victime d'agression homophobe et en plus d'aller raconter sa vie privée avec nos amis des forces de l'ordre. Oui, notre société reste empreinte d'homophobie. Alors que le 17 mai, date de la promulgation au journal officiel de la loi sur le mariage pour tous, nous célébrerons également la journée mondiale de lutte contre l'homophobie. Et pour preuve, le mot PD est banalisé. On le dit tous. C'est vrai, oui. Voilà. Entre amis, moi souvent, hein, je dis bonjour, sale PD, ça m'arrive très régulièrement. Chacun son entourage. Voilà. Donc, voilà, c'est nous très aussi commun. on le dit souvent. Donc, on le dit effectivement quand on s'énerve sur quelqu'un ou pour désigner une personne homosexuelle. Et pourtant, quasiment tout le monde ignore que PD vient du mot pédéraste, Bien sûr. qui est le fait d'avoir un rapport entre un homme mûr et un jeune enfant, souvent dans un but initiatique. Bah, comme dans la Grèce antique, tout ça. Effectivement. Et ça vient surtout, de- sais-tu qu'on n'avait pas le droit d'être homosexuel avec quelqu'un du même âge que soi dans la Grèce antique, c'était puni. T'as l'adresse. Donc, oui, on utilise des mots sans savoir ce qu'ils veulent dire et sans savoir qu'ils sont, dans le cas de PD, passibles de sanctions conformément à la loi du 31 décembre 2004 punissant les propos à caractère homophobe, sexiste, la loi de 2004 seulement, et handiphobe. Bien sûr, les trois pour la même personne, ça commence à faire beaucoup. En conclusion sur ce mariage, et à quel titre les homosexuels n'auraient pas les mêmes emmerdes que les couples hétérosexuels? On commence bien sûr, vous le savez, par l'édito. Cet édito, alors, sans vouloir toujours paraître comme le rabat-joie, hein, l'édito c'est le moment où je râle tout le temps. Néanmoins, je voudrais parler des dispositifs d'insertion professionnelle. Vous le savez, le gouvernement donc actuellement est en plein discussion sur le budget, notamment pour faire des économies de 50 milliards d'euros. Eh bien, dans les dépenses qui sont faites par le gouvernement, j'aimerais m'attarder 2 secondes sur les dispositifs d'insertion professionnelle qui représentent près de 10 milliards d'euros de dépenses chaque année. Notamment dans le budget 2013, donc 10 milliards d'euros. Alors, bien sûr, les dispositifs d'insertion professionnelle sont importants à respecter. Néanmoins, ce qui serait bien, c'est quand même qu'il y ait un contrôle des fonds de formation qui soit fait. Pourquoi je dis ça? Je pense notamment à certains dispositifs à destination des demandeurs d'emploi et notamment des jeunes en insertion, où on se contente dans ces dispositifs tout simplement de faire venir les gens, leur faire signer la feuille de présence et les faire partir. Rappelons, pour ceux qui ne le savent pas, que les organismes de formation sont payés souvent à l'heure et aux stagiaires. Donc c'est-à-dire que dès qu'ils arrivent, ils signent la feuille de présence et à 10h voire 11h, on leur dit c'est bon, vous pouvez partir en recherche. Pendant ce temps-là, l'organisme reçoit les fonds et les jeunes sont un petit peu abandonnés. Donc, puisqu'on ne les aide pas forcément au niveau des CV, l'aide de motivation, le B.A.B.A. Donc, c'est vrai que voilà, les dispositifs d'insertion professionnelle sont importants. Notamment, on pense à des dispositifs tels que la PO, la préparation opérationnelle aux emplois, qui permet une qualification professionnelle.
et un volet insertion. Néanmoins, les dispositifs qui prennent les jeunes pendant 6 mois, où les résultats sont quasi nuls, d'accord, puisqu'il faut le dire, ça serait bien éventuellement justement de mettre les mêmes barèmes qu'il y a dans les dispositifs. Je parlais de la POE il y a quelques instants, donc à savoir un taux de placement qui serait à 70%. Voilà, ça serait l'idéal. Hein, puisque le problème, c'est qu'on le sait, on a un taux de chômage qui est record actuellement en France, et en parallèle, les aides qui sont proposées aux demandeurs d'emploi ne sont pas forcément adaptées. D'accord ? C'est-à-dire qu'on pense tous quand on s'est inscrit au moins une fois à Pôle emploi, on nous colle, dès qu'on arrive, on dit bonjour, placement dans un atelier. Un atelier, alors bien sûr, à la décharge des agents de Pôle emploi, ils ont un nombre de dossiers de suivi qui est relativement conséquent. Néanmoins, ils sont légèrement déconnectés de la réalité et notamment de ce qui se fait en cabinet de recrutement. Donc, ça serait bien éventuellement de faire une formation donc, pour les agents qui sont chargés des ateliers. Voilà pour cet édito. Petit moment de... Voilà. Alors, pour information, bien sûr, je suis formateur en insertion professionnelle, donc je connais bien le sujet. Et c'est pour ça que je dis qu'il ne faut pas baisser les fonds, sinon j'ai plus de boulot. Donc, mais juste éventuellement bien faire un contrôle des résultats et pas que administratif, puisque là aussi c'est un gros problème. C'est que les agences telles que la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle se contentent de regarder si au niveau des papiers c'est bon, sans se soucier du retour fait par les personnes concernées. C'était l'édito. Alors, l'édito qui n'est jamais un règlement de compte, néanmoins, parfois c'est bien de se dire les choses. On savait qu'après 37 ans, que Philippe Bouvard a quitté la présentation donc des grosses têtes au profit de Laurent Ruquier. Ce qu'on ne savait pas, c'est que le concept était repris ici en Essonne. Effervescent est avant tout une équipe, c'est-à-dire que par rapport à cet édito, on l'a soumis à l'équipe. Hein. Donc voilà, c'est pour dire que je ne dis pas toujours ce que je veux. Néanmoins, il y a eu deux possibilités, comme d'habitude. Soit on dit toujours tout ce qu'on a tendance à faire, ou alors on ne dit rien et on avance. On a décidé pour cet édito de faire la médiane. C'est-à-dire que oui, la semaine dernière aura été difficile pour Effervescent. Malmené, disons-le, par certaines personnes dont on peut se demander s'ils connaissent le mot humilité. Au début d'Effervescent, qu'on se souvient bien de mes propos et de nos propos en l'occurrence, hein, puisqu'on a toujours dit que on n'était pas là pour prendre la place de qui que ce soit, mais on était là pour proposer des choses ou un ton qui n'existait pas ailleurs. On n'a aucune prétention, donc on n'est que des amateurs. Nous ne nous revendiquons pas journalistes ou professionnels. Maintenant, s'il me faut avouer les choses et faire ma propre autocritique, je sais que je n'ai pas de filtre et que j'ai tendance à dire tout haut ce que je pense, et le pire pour certains ou certaines, c'est que j'assume souvent mes propos. Ma grande gueule m'a certes provoqué donc quelques déboires, mais au moins on ne peut pas me reprocher d'être faux. Et parfois, dans un consensus ambiant pour la forme, j'ai la prétention de penser que plusieurs personnes partagent mes opinions, et justement une autre volonté d'Effervescent a toujours été de se mettre à la place des auditeurs ou des auditrices. Mais soyons clairs, je n'ai pas non plus la prétention de croire que mes idées sont unanimes, et j'accepte volontiers le débat d'idées. Je préfère toujours avoir des personnes qui n'ont pas les mêmes idées que moi que des personnes qui n'ont pas d'idées du tout. Justement, par rapport à cette semaine difficile entre les jours, il y a certains journalistes qui en oublient l'objectivité due à leur profession, en me demandant donc de dire que du bien d'eux. Ou encore ceux qui osent faire un parallèle entre mon avis personnel publié sur mon mur Facebook et un sujet aussi grave comme l'Holocauste. Il y a ceux qui pensent aussi qu'ils sont la seule source d'information, notre seule source d'information, et qui finissent par en oublier d'ailleurs le mot humilité toujours. Et il y a ceux qui nous demandent de supprimer des vidéos car, oups, on a dit ce qu'on en pensait. Il n'y a pas eu de diffamation dans notre vidéo, juste un avis. Voilà.
Donc, à quel titre? On est toujours les premiers à faire notre propre autocritique, c'est-à-dire que pas plus tard que ce week-end, il faut le dire, j'avais diffusé une image qui n'était pas d'Effervescent, qu'on avait retrouvée sur Google Images. On m'a dit, oups, c'est à nous, donc on l'a supprimé immédiatement. Néanmoins, supprimer une vidéo parce qu'on a tendance à dire juste qu'on n'aime pas quelque chose, c'est un petit peu léger. Il ne faut jamais oublier que ce que nous... tu vois, hein, j'ai pas l'habitude de lire un texte. Donc il ne faut jamais oublier que nous ne faisons les choses non pas pour nous, mais pour vous, auditeurs, auditrices, téléspectateurs, téléspectatrices, lecteurs, lectrices. C'est vous qui nous faites et nous défaites au gré de ce que nous proposons. Je demande juste de ne pas gâcher notre plaisir. Oui, on est bénévole ici, on fait les choses parce qu'on aime les faire. Et maintenant, justement, si le plaisir devient une contrainte, pourquoi continuer? Question. Enfin, à l'aube de notre premier anniversaire, alors qu'à titre personnel, je crois toujours moi au pays des bisounours. Hein. Voilà, tout le monde est beau, tout le monde est gentil. Apprenez à nous connaître avant de nous juger. Et d'ailleurs de donner ce faux jugement aux autres. Nous ne sommes concurrents de personne. On n'a pas la même cible. Pas les mêmes moyens surtout. Et nous croyons que tout ce qui fait l'Essonne est une force pour notre département. À ce titre d'ailleurs, et reprenant notre volonté initiale, nous souhaitons inviter l'ensemble des médias, donc à notre inauguration du 2 septembre prochain, qui sera justement l'occasion de faire plus ample connaissance et de se mettre tous ensemble autour d'un verre de l'amitié. Donc un beau moment. Toujours mon pays des bisounours, il est et il reste. Voilà pour cet édito.